Bonjour à tous, bienvenue dans notre salon COSI dans le cadre des interviews du CNCH. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et l'immense honneur de discuter avec le docteur Patrick Dupuis. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'avènement du scanner cardiaque et de la place de la coronarographie. Est-ce que cette coronarographie diagnostique notamment a encore sa place? Donc, d'entrée de jeu, je vais vous poser une petite question. Quelles sont les indications classiques du scanner cardiaque pour les auditeurs? Alors, merci pour l'invitation. Très honoré. Donc le scanner cardiaque, effectivement, c'est une technique d'imagerie cardiaque et coronaire. Hein. On dépasse même la coronaire, on va plus loin, puisqu'on fait beaucoup de cardiaque maintenant en structurel aussi. Hein, donc c'est vraiment un outil qui devient fondamental pour la cardiologie, qui a eu un développement hyper rapide et extrêmement important depuis les années 2000. Hein. Premier scanner cardiaque qu'on a vraiment utilisé en pratique clinique, c'était en 2000-2002. On voit où on en est aujourd'hui avec des machines qui progressent sans arrêt, des scanners qui demandent une apnée de 2 secondes maintenant pour avoir des images parfaites en une seule rotation, tout un volume cardiaque. Donc c'est un outil qui est vraiment abouti. Et sur le plan technique, même si ça utilise des rayons X et du produit de contraste, un petit bémol, mais enfin bon, on a l'habitude, hein, nous coronographistes, on a l'habitude de tout ça. Sur les qualités du coroscanner et pourquoi le coroscanner s'impose petit à petit dans la cardiologie moderne, et on va reparler, je pense, des recommandations récentes de l'ESC. C'est un test donc non invasif, première chose. Deuxième chose, depuis le début, on sait très bien que le scanner a une valeur prédictive négative extraordinaire. C'est-à-dire que si vous avez un scanner normal, vous n'avez aucune lésion au niveau de vos lésions de vos artères coronaires, vous en êtes sûr. Ça a été validé par de nombreuses études et puis l'image parle en elle-même. Donc essentiellement à la base, c'est vraiment valeur prédictive négative extrêmement performante. Et puis la technique évoluant, la résolution spatiale des images évoluant, on était amené à voir aussi qu'on repérait pas mal les lésions coronaires aussi. Et à la différence de la coronographie est un luminogramme, on remplit un tuyau d'un contraste. Sans voir ce qu'il y a autour. Le scanner permet de voir la lésion, de pouvoir étudier les caractéristiques de lésion coronaire, permet d'accéder à même des images qui peuvent évoquer la présence d'une collection lipidique, permettent de voir les calcifications, ça bien évidemment, permet d'évaluer le remodeling au niveau de la lésion, enfin tous des facteurs dont on sait qu'ils sont porteurs de gravité et de risque pour le patient. Tout ça, on peut y avoir accès sur des scanners de bonne qualité. Tout à fait. Donc effectivement, voilà l'intérêt presque en fait, général de ce coroscanner ou de ce scanner, Ouais, parce que quand on parle du scanner classique, il y a effectivement le coroscanner. Actuellement, dans les recommandations 2024, quelle est la place de cet outil comme test non invasif, comme test diagnostic? Quand on regarde l'évolution des recommandations du coroscanner, on remonte à 2013, l'apparition du coroscanner dans les recommandations ESC, on était sur des recommandations 2B pour l'évaluation du syndrome coronaire chronique. Et puis petit à petit, on évolue et on arrive maintenant sur les dernières recommandations en 2024 à une recommandation 1A pour l'utilisation du coroscanner chez les patients symptomatiques. À égalité de préconisation d'utilisation avec les tests fonctionnels traditionnels. Alors recommandation 1A pas pour tous les patients, pour les patients dont on a estimé que le risque d'événement coronaire était entre 5 à 50%, c'est-à-dire bas à intermédiaire. Les tests fonctionnels qui sont un petit peu l'alter ego dans l'évaluation maintenant du syndrome coronaire aigu vont plus loin jusqu'à des patients à très haut risque à 85%. La coronarographie, qui est effectivement
discutés et challengés par le scanner ne restent réservés à des patients à très haut risque. Hein. Donc on a le coroscanner qui maintenant est recommandé pour une grande majorité des patients, on va dire, hein, des patients intermédiaires, c'est quand même la grande majorité des patients qu'on prend en charge, de la même façon donc, que les tests fonctionnels, et la coronagraphie restant indiquée pour les patients à très haut risque, et encore avec une réserve qui se rajoute encore dans la recommandation de la coronagraphie, qui est de 1A pour les très hauts risques, mais à condition d'avoir une mesure de FFR, une mesure fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle des lésions qu'on peut repérer sur la coronagraphie. D'accord, ok. Donc là, on parle de la FFR. C'est un peu durci, quoi. Effectivement, c'est un peu durci. On parle donc de la FFR, de l'évaluation fonctionnelle. C'est vrai que le scanner, donc vous nous avez dit, c'est beaucoup plus pour une évaluation qui est plutôt anatomique, rechercher les degrés de sténose, caractériser les sténoses, caractériser les plaques, etc. Mais là, on parle de plus en plus de l'aspect fonctionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'aspect fonctionnel du coroscanner? Alors l'aspect fonctionnel du coroscanner, ça existe depuis plusieurs années maintenant, ça fait bien 10 ans hein, qu'on en parle, hein, ce qu'on appelle la FFR CT, c'est-à-dire on mesure une FFR sur l'image du coroscanner par des algorithmes un peu compliqués qui utilisent les algorithmes de mécanique des fluides, des traitements informatiques assez longs et le problème de cette FFR CT sur le plan technique, c'est que c'est pour l'instant fait uniquement par une société qui est aux États-Unis, où ils ont le marquage FDA d'ailleurs, hein, donc ça marche très fort aux États-Unis. En Europe, en France en particulier, ça a un coût de 1000 $ hein, par examen, avec un temps de traitement qui est pas négligeable. Il faut envoyer les images au labo, les récupérer. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc on peut dire que la FFR CT en termes pratiques aujourd'hui n'est pas accessible, ou très peu accessible à nos services de radio ou cardiologie qui font du coroscanner. Ce qui est dommage parce que c'est un examen qui est performant. Ça a été validé par rapport à la FFR invasive avec une précision diagnostique, bon, qui est toujours la même chose, hein, quand on a une nouvelle technique, une nouvelle approche, comme ça, un post-traitement informatique, alors que la FFR invasive, c'est une mesure directe sur un capteur, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais en pratique clinique et sur toutes les études qui ont pu être pratiquées, on a toujours un bénéfice à l'utilisation de la FFR CT. Si on parlait de la place de la coronagraphie dans ce contexte, il est clair que l'utilisation d'un coroscanner plus FFR CT va permettre de n'envoyer finalement à la coronagraphie que les patients qui ont vraiment une lésion susceptible d'être revascularisée ou susceptible d'être traitée. L'étude plateforme qui date maintenant, qui date de 2016-2017, a randomisé 2 groupes de patients, un groupe qui a eu coroscanner plus FFR CT et un groupe de patients qui a eu une coronagraphie de façon systématique. On peut discuter sur le terme systématique parce qu'on ne fait pas de coronagraphie systématique, mais sur ces 2 groupes de patients qu'on les suit sur 1 an, pas de différence pronostique, pas de différence en termes d'événements, simplement que le groupe de patients qui a eu le scanner a 70% de coro en moins que le groupe de patients qui a eu une coro systématique. Donc on a éliminé, on a pu ne pas faire 70% des coronographies aux patients qui étaient dans le groupe et qui ont bénéficié d'un coroscanner avec mesure de FFR CT. Donc ce qui fait que le coroscanner plus FFR CT se place comme une sorte de portail d'entrée vers la coronagraphie éventuellement. D'accord, ça c'est super intéressant. Ça fait que finalement le nombre de personnes, enfin la proportion de personnes qui auront la coronagraphie va diminuer avec le temps. Après, on se dit avec l'évolution technologique du coroscanner, avec les scanners de perfusion qui vont peut-être venir, l'évaluation de la graisse, les scanners haute résolution avec le comptage photonique, peut-être ça va aussi améliorer, enfin diminuer la proportion des patients qui iront à la coronagraphie. Alors, le scanner de... Je vais reprendre chaque point. Le scanner de perfusion, ça existe depuis longtemps. Pour l'instant, ça n'a pas une pénétration énorme dans la pratique quotidienne, parce que c'est long,
beaucoup plus long, ça rajoute du temps et on sait que le fonctionnement et l'utilisation des scanners actuellement, que ce soit les services de cardiologie, les services de radiologie, c'est quand même un examen qui doit pulser, hein, qui tourne rapidement parce qu'il y a beaucoup de patients à prendre en charge. Donc la perfusion c'est comme une perfusion IRM, hein, c'est pareil, c'est comme une IRM de stress, ça prend du temps. Pour une qualité d'image qui est quand même un peu moins bonne que celle de l'IRM. Donc pour l'instant, ça reste, on va dire, confidentiel. Ça existe, ça marche, c'est validé par des études, c'est validé par rapport à l'IRM, mais pour l'instant, ça reste confidentiel et je pense que ça le restera plutôt dans l'avenir. C'est mon sentiment. Le deuxième point, c'était la graisse péricoronaire. Donc il y a là aussi une société qui a proposé un post-traitement, pour l'instant on va dire que c'est un monopole, donc c'est européen par contre, qui mesure l'atténuation de la graisse péricoronaire, témoin d'une inflammation de la plaque et de l'artère. Donc c'est très intéressant sur le concept. Ça a été validé au départ sur quelques séries et puis là on a pu lire et prendre connaissance de l'étude Orphan qui a randomisé 2 groupes de patients sur cette notion d'atténuation ou pas de graisse péricoronaire et qui sort positif en termes d'événements par rapport à la mesure de la graisse péricoronaire. Voilà, donc quelque chose qui est très intéressant, qui est probablement très porteur, qui va probablement là aussi se diffuser, mais là encore on est bloqué par le coût aussi, pareil, un surcoût non négligeable, mais un projet non seulement intéressant sur le concept, mais intéressant aussi sur le fait que, comme on le sait, malheureusement, la plupart des événements syndrome coronaire aigu qui peuvent survenir surviennent sur des lésions qui sont peu significatives sur le plan morphologique, sur le plan anatomique. Et donc, si on peut arriver à avoir des paramètres qui permettent d'anticiper et de prédire qu'une plaque va ou risque d'avoir une évolution péjorative, c'est quand même excessivement intéressant et ça permettrait d'éviter probablement excessivement beaucoup d'accidents brutaux auxquels on ne s'attend pas. Parce que même les coraux ou les scanners qu'on fait, on dit il n'y a pas de lésion significative, on s'arrête là pour l'instant, c'est probablement insuffisant. D'accord. Donc là, on va maintenant poser la question subsidiaire. Finalement, quel est votre sentiment par rapport à la place de la coronarographie diagnostique avec l'avènement de ce scanner cardiaque? Alors, curieusement, la coronarographie, le nombre de coronarographies en France ne cesse d'augmenter chaque année, alors que le scanner se diffuse largement. Et je dirais que, de façon paradoxale, le scanner, pour l'instant, est pourvoyeur de coronarographie. Donc ça, c'est l'état actuel, parce que le scanner met en évidence des lésions anatomiques qu'on peut pas forcément toujours évaluer, intermédiaire, on va dire. Et donc, il faut un test de plus. Soit test fonctionnel, classique, non invasif, soit, et le plus souvent actuellement, c'est un peu comme ça part à la coronographie, plus une mesure de FFR invasive. Donc aujourd'hui, de façon paradoxale, ça pourvoit l'activité coronographique. Dans l'avenir, à mon avis plus ou moins assez proche, la tendance devrait s'inverser, à condition qu'on ait accès à des outils comme la FFR City, comme éventuellement la FAVI, où là on pourra déterminer effectivement les patients qui doivent ou pas aller à la coronographie. D'accord. Et on a vu l'impact que ça pouvait avoir. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci pour ces précisions. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup.